Bonjour, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube. D'abord, une bonne nouvelle, nous venons de dépasser les 90 000 abonnés. Alors, on compte sur vous pour bientôt dépasser les 100 000. Et je suis sûr que ça arrivera très vite, vu la qualité des intervenants que nous avons dans cette émission. Je vais vous présenter celui, vous l'avez déjà vu ici, mais c'est très important de l'avoir aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Jacques Beau. Alors Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien colonel, il faut représenter à nouveau, vous êtes ancien colonel des services de renseignement suisses, spécialiste des pays de l'Est, ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies, et aussi très important, pour le compte de la Suisse, vous avez négocié avec des hauts responsables militaires et du renseignement russe après la chute de l'URSS. Vous avez aussi travaillé pour l'OTAN. Vous avez participé à des programmes en Ukraine, notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014, qui vous donne une véritable expertise sur ce conflit. Vous êtes allé sur place. Et puis, vous êtes l'auteur de plusieurs livres aux éditions Max Milo. J'en cite quelques-uns. Gouverné par les fake news en 2019, Poutine maître du jeu en mars 2022, Opération Z en août 2022, Vaincre le terrorisme djihadisme en novembre dernier, et le nouveau aujourd'hui, Ukraine, entre guerre et paix. Ma première question toute simple, pourquoi ce titre ? Parce que après une année et demie, grosso modo, de conflit, même les Occidentaux commencent à s'apercevoir qu'on n'arrive pas à entrevoir la fin du tunnel. Et pourtant, il doit y en avoir une. Les Américains ont une présidentielle l'année prochaine et l'administration Biden n'a manifestement pas l'intention de traîner cette casserole durant la campagne présidentielle. Donc, on sent bien que quelque chose doit évoluer. D'autre part, on parle à ce jour, en début juin, fin mai 2023, de cette fameuse contre-offensive ukrainienne. On voit bien qu'elle a de la difficulté à démarrer, elle est repoussée sans cesse. Les Américains, l'état-major, le Pentagone américain, constate que le succès éventuel de cette contre-offensive apparaît bien mince, et on ne sait pas comment d'ailleurs définir ce succès. Quel serait-il ? Et on dit que la Russie ne peut que perdre et que l'Ukraine ne peut que vaincre. Mais que signifie vaincre dans une situation où on imagine que même si l'Ukraine obtient certains succès, elle n'arrivera pas à repousser la Russie jusqu'aux frontières d'avant février 2022. Donc là, il y a déjà une première interrogation sur ce conflit. Et puis, il y a d'autres événements qui sont venus, qui étaient déjà présents l'année passée, mais qui ont pris de l'importance. C'est le rôle du monde extérieur, c'est ce qu'on appelle le reste du monde, et qui d'abord commence à avoir une certaine fatigue pas par rapport au conflit ukrainien lui-même, parce que souvent ils se sentent peu concernés. En revanche, ils ont une fatigue par rapport aux relations qu'ils ont avec le monde occidental, qui exerce une pression toujours plus grande sur eux, alors qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés par ce conflit, ou du moins pas plus concernés qu'ils auraient pu l'être lors du conflit irakien, afghan, libyen et autres. Donc, on voit bien qu'on s'approche d'un moment charnière. On voit aussi les tensions à l'intérieur de l'Ukraine elle-même. Elles ne sont pas perceptibles dans nos médias, mais en réalité, les observateurs attentifs constatent qu'il y a quand même des tensions au sein même de l'appareil ukrainien. Et on voit que quelque chose doit changer. Et on voit qu'on doit commencer à envisager l'hypothèse d'une négociation, mais on ne sait pas exactement comment, sous quelle forme, comment elle doit se commencer et comment elle doit se terminer, avec quel protagoniste, parce que, de nouveau, les Occidentaux ne veulent pas s'impliquer. Donc, on est à un moment charnière, et il me semblait intéressant de faire un point de situation, une sorte d'état des lieux, si vous voulez, à ce moment charnière, pour qu'on puisse voir comment discuter. Est-ce qu'on va continuer vers la guerre, ou est-ce qu'on va continuer vers la paix, ou quelles sont les hypothèses raisonnables pour aborder ce problème? Alors, on va revenir sur cette contre-offensive ukrainienne, vous le dites, annoncée depuis longtemps, reportée. Là, on est en juin. Qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce que selon vous, c'est d'abord l'opération de la dernière chance pour l'Ukraine, en termes de capacité d'initiative, mais aussi en termes de possibilité de recevoir des armes? Est-ce que selon vous, on est arrivé au bout d'un processus où les Occidentaux se sont aperçus qu'ils avaient donné beaucoup et qu'ils n'iront pas au-delà? Quid de cette contre-offensive et va-t-elle finalement avoir lieu? Alors effectivement, dans la fatigue qu'on observe ou les interrogations qu'on constate, il y a certainement une question du soutien des Occidentaux. Alors la volonté politique ne manque pas. Je pense que les Occidentaux sont prêts à continuer à aider l'Ukraine, même s'ils ne voient pas très bien quelle pourrait être l'issue du conflit. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème des capacités. Et on voit que on a eu, maintenant depuis 6 mois environ, on a le dilemme ou le problème de l'artillerie, n'est-ce pas? Les Russes tirent en gros par jour ce que l'Occident produit par mois. Et donc, l'Occident a ses propres besoins, bien entendu, des stocks, d'ailleurs qu'on vide au profit de l'Ukraine, mais l'Ukraine, elle n'arrive pas à soutenir le rythme des Russes, déjà, rien qu'en termes de quantité d'obus d'artillerie. Donc, on voit que la question a une fin, il y a une limite quelque part. Et ça, c'est un problème pour les Occidentaux. Maintenant, vous avez évoqué cette offensive. Cette offensive, il faut bien se rappeler que c'est en fait l'offensive que Zelensky avait promise en juillet 2022. C'est vrai. C'est l'initiative avec 1 million d'hommes qu'il avait promise à ce moment-là. Alors, ils n'ont jamais réussi à atteindre le million d'hommes, ils en ont atteint 700 000, c'est ce qu'avait dit Zelensky et le général Zaloujny, le chef des forces ukrainiennes. Mais là encore, ça n'a pas suffi. Donc, on est passé d'une offensive au mois de juillet, une offensive au mois d'août, puis ensuite septembre. Il y a quand même eu la contre-offensive sur Kharkov, à l'est de Kharkov, qui était quand même un succès magistral du général Zaloujny, ensuite le retrait de Kherson. Donc les Russes ont perdu une partie significative quand même. Oui et non, du territoire. Ça n'est que des victoires en trompe-l'œil, parce que soit à Kharkov qu'à Kherson, les troupes ukrainiennes n'ont occupé que des territoires qui avaient été abandonnés par les Russes au préalable. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas eu de bataille à Kharkov, il n'y a pas eu de bataille à Kherson. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les Ukrainiens sont arrivés sur les territoires qui avaient été laissés vides par les Russes, ils se sont fait accueillir par l'artillerie. Et les pertes ont été énormes. Alors, il n'y a pas eu de bataille, mais il y a eu des pertes. Mais il y a eu des pertes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Kharkov, c'était en septembre 2022, à Kherson, quelques semaines plus tard, il y a eu exactement le même scénario. Et Zelensky lui-même, on n'écoute pas ce que disent les gens. Ici, on a notre propre narratif, on n'écoute pas ce qu'ils disent. Mais Zelensky lui-même a dit dans la presse ukrainienne, il a dit, il ne faut pas envoyer nos troupes vers Kherson, c'est un piège que nous tendent les Russes. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Il avait très bien compris ce qui s'était passé à Kharkov quelques semaines plus tôt. Quand à Kherson, finalement, les militaires n'ont pas voulu écouter Zelensky, ils ont envoyé leurs troupes à Kherson. Elles sont faites accueillir par de l'artillerie et les Ukrainiens ont dû réévacuer la ville quelques jours plus tard. Après, ils sont revenus quand les choses seront calmées. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont laissé venir les Ukrainiens et les ont détruits. Et ce qui s'est passé, c'est que les Russes d'ailleurs, ils l'ont déclaré. Ils ont fait. Il y a une fameuse déclaration du général Sourovikine, le commandant en chef des forces russes en Ukraine, qui a dit maintenant, on ne fait plus de grandes opérations pour avancer. On accueille, on laisse venir l'adversaire et on le détruit, on le broie.
C'est de là que vient l'expression du hachoir à viande dont on a parlé, qui a donné lieu d'ailleurs à une opération, l'opération hachoir à viande, qui a pris comme théâtre, si vous me passez l'expression, une expression un peu malheureuse, mais Bakhmout, et qui a été confiée pour 6 mois à Prigojine. Avec et le but était non pas de s'emparer de la ville, mais de détruire l'adversaire qui était dans la ville. Et c'est ce qu'a fait Wagner. Le truc est que quand vous parlez de combat en zone urbaine, vous ne pouvez pas simplement détruire les gens comme ça. Vous êtes obligé de passer de maison à maison, nettoyer les maisons. Donc, à force de nettoyer les maisons, vous finissez par occuper la ville en réalité. C'est ce qui s'est passé, ou presque, puisque de fin octobre à fin avril de cette année, il y avait 6 mois. Et à la fin des 6 mois, donc à la fin avril de cette année, Prigojine était arrivé, ou les troupes de Prigojine étaient arrivées presque au bout de Bakhmout. Mais c'est à ce moment-là que l'état-major russe a dit, voilà, les 6 mois sont écoulés, opération terminée, vous remballez, on arrête les tirs. Et puis c'est là où on a ce mélodrame, psychodrame... Sur les munitions. Pour la munition. Exactement, où Prigojine dit non, mais on ne veut pas s'arrêter là, on est à 2 doigts d'occuper la ville, donnez-nous la munition qu'il faut. Et l'état-major russe a dit mais c'est pas ce qu'on avait convenu. D'autant plus que Prigojine, je vous le rappelle, est une compagnie militaire privée, c'est pas l'armée ukrainienne, l'armée russe. Donc l'état-major a dit on avait convenu de 6 mois, vous avez fait 6 mois, vous avez rempli votre mission, merci, terminé. Et c'est pour ça qu'on a eu ces 2-3 semaines de vocifération du côté de Prigojine. Finalement, je pense qu'à Moscou, ils se sont dit, après tout, pourquoi pas, parce que on était à 95% de la ville prise. Donc, qui va l'aspect symbolique. Voilà, on pouvait terminer, entre guillemets, le travail et s'arroger, du coup, une victoire symbolique. Et c'est pour ça que le problème... Donc, il y a ces gesticulations entre